Je fais le plan de table, Patrick Pouyanné. Installez-vous là. Bienvenue. Alors j'imagine que vous avez peut-être des réactions, enfin vous les embarquerez dans votre réponse sur ce que l'on a entendu ce matin. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est la tradition de vous avoir sur ce grand entretien. L'électricité, moteur de notre quotidien, oui, mais comment on fait pour avoir plus d'électricité dans notre mix énergétique, décarboné évidemment et compétitif, c'est mieux. Donc, eh bien, c'est ce dont nous allons parler. L'année 2024 pour Total Energy était une année de célébration pour le groupe. Vous avez célébré votre siècle d'existence en passant du tout hydrocarbure à un groupe multi-énergie aujourd'hui. Alors, peut-être une réaction sur ce que vient de nous partager Fatih Birol, notamment sur l'évolution de la demande en électricité ces 10 prochaines années et de son rythme surtout. Je ne peux être que d'accord avec Fatih Birol. D'ailleurs, c'est pour ça que Total est devenu Total Energy pour faire de l'électricité, puisque finalement, ce que Total est aujourd'hui, c'est une entreprise qui produit du pétrole, du gaz et de l'électricité. On va produire 50 TWh, on vise 100 TWh, ça fera 500 000 barils équivalents par jour, ça sera 20% de l'entreprise en 2030. On a fait la moitié du chemin en 24-25, donc on avance, on produit. On a maintenant 27 gigawatts de capacité brute et on continue à progresser. Donc, et notre analyse profonde, on a fait cette stratégie, c'est parce que profondément, l'électricité, je l'avais déclaré en prenant fonction, c'est l'énergie du XXIe siècle, c'est celle de la décarbonation, c'est le secteur énergétique en croissance. Je ne sais pas quand les autres énergies, et je ne vais pas rentrer dans le débat avec Fatih parce que je pense que je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Sur le sujet des autres, moi, l'histoire de pic, machin, ça ne m'intéresse pas. Parce que il y a quand on arrête les projets d'extraction. Je ne vais pas rentrer, ça sûrement pas demain matin, ça je peux vous le garantir. Alors ça, ce n'est pas demain matin. Ça, parce que si j'arrête les projets d'extraction, je peux vous dire que vous allez être tous en colère dans cette salle, et les clients d'abord, le prix va monter au ciel. Et là, on en reparlera tous. Non, mais je pense que sur l'électricité, j'ai une profonde conviction, c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter ce pilier électricité dans notre stratégie. On était d'ailleurs maintenant le seul major pétrolier aussi clair que cela, mais on va continuer, on y investit, et plutôt de façon successful. Alors c'est une énergie différente, qui présente des tas d'opportunités, il y a une demande qui va naître. Alors certains disent qu'elle tarde un peu, mais ça va venir. J'ai juste en tête qu'en France, l'électrification du parc des véhicules, aujourd'hui, ça consomme 10 TWh, ça en consommera 100 TWh en 2035. Donc, il va bien falloir produire cette électricité. Donc, c'est un champ d'opportunités important. Et donc, voilà, je partage son point de vue. Effectivement, comme il a dit, l'air conditionné, les véhicules électriques, les data centers, mais plus profondément, d'ailleurs, pour décarboner notre industrie, il faut électrifier. Moi, quand je réfléchis à comment je règle, il faut électrifier les process industriels. On a en 2024 dans notre secteur lancé un nouveau projet qui s'appelle Marsa LNG à Oman. C'est un train de gaz naturel liquéfié qui est totalement électrique. On arrive à électrifier et ça permet d'abattre des émissions. Donc il y a aussi ce driver qui me paraît très important dans la demande en électricité. Et dans vos scénarios sur le rythme, comment vous voyez ce rythme justement d'électrification, vous de votre côté? Après il y a l'échelle mondiale et puis il y a l'échelle européenne, puis il y a l'échelle française. Il y a plusieurs échelles. À l'échelle mondiale, le 2,5% que mentionne Fatih Birol me paraît un bon... En gros, l'électricité fait 20% de la demande de l'énergie finale mondiale aujourd'hui. Elle devrait être à 35-40% en raison 2050. Donc ça va. Cette croissance est réelle. Après, vous avez l'échelle européenne qui est un peu différente parce que ce que j'observe en Europe, et notamment accéléré par les phénomènes qu'a mentionné Fatih Birol, d'une macroéconomie qui n'est pas terrible, voire même d'une forme de désindustrialisation, on n'a pas une demande d'électricité qui croît. On a même, quand on regarde les 20 dernières années, une décroissance de la demande d'électricité. Alors encore une fois, c'est avant des phénomènes comme les véhicules électriques, enfin, qui vont être des nouveaux usages de l'électricité. En France, c'est un peu pareil. Donc, mais il faut pas... Et ça s'est un peu accéléré en ce moment avec deux phénomènes. Un vertueux qui est l'efficacité énergétique. Bon, ça c'est un phénomène vertueux. Dans tous les scénarios de Fatih Birol, c'est là qu'on diverge d'ailleurs profondément, c'est quelle est l'ampleur de l'efficacité énergétique qu'on est capable de faire, parce que autrement ça conditionne beaucoup la taille de l'offre qu'il faut qu'on soit capable d'apporter. Mais l'efficacité, l'autre, c'est plutôt la moindre croissance, voire la désindustrialisation de notre continent. Et je suis d'accord avec son constat. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui est pour nous tous comment on fait pour arriver à faire en sorte qu'on ait une industrie qui soit à la fois décarbonée et rentable. Et qui donc, dans un contexte où l'énergie est plus chère, et où, n'oublions pas, le prix carbone
parce que ce n'était pas dans le discours de Fatih-Birol, mais il y a quand même un sujet profond en Europe, c'est qu'à juste titre, on veut utiliser le prix du carbone comme le bon vecteur économique pour inciter à la décarbonation, mais comme on est tout seul à le faire, à la fin, notre électricité, aujourd'hui, quand vous payez 60 € du mégawattheure, là-dedans, il y a 20-25 € du mégawattheure de carbone. Bien évidemment, je suis favorable à cette tarification. Et pour reboucler sur son discours, je pense que ça ne marche tout cela que si il faut une politique commerciale un peu plus musclée que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous cohérents ensemble. Voilà un peu le sujet. Donc, en tout cas, je partage ces points de vue sur l'électricité. Voilà, il faut muscler, ça aussi, c'était un point important sur l'électromobilité. Comment accélérer davantage sur ce point, alors en France, mais aussi en Europe? Quels sont les leviers, selon vous, pour accélérer la mobilité électrique? Je pense on parle beaucoup de poule et l'œuf. Il y a les questions il faut que les infrastructures soient là. On les installe, on les construit. On a beaucoup accéléré chez nous, chez Total Energy. Maintenant, j'ai 70 000 points de recharge. On a les grands axes sont de plus en plus équipés. La France a fait un bond avec les programmes que l'on a lancés. On est leader d'ailleurs dans ce secteur-là. Après, il faut avoir en tête que ce que veut le client, c'est des points de recharge à haute puissance, rapide, très rapide. Ce sera, en tout cas, sur les grands axes. Vous ne voulez pas vous arrêter longtemps pour charger. Ça demande des équipements lourds. Ces infrastructures commencent à être disponibles. Je considère qu'on a fait un vrai pas. Maintenant, ce que j'entends, c'est plutôt le sujet des infrastructures. C'est un balancier. C'est plutôt ce qui se passe chez nos amis constructeurs automobiles qui, eux, commencent à faire face à des difficultés industrielles. On est aussi impliqué dans les histoires de batteries et tout ça n'est pas très simple. Donc, créer l'écosystème complet de mobilité électrique, il faut arriver à la fois à avoir les infrastructures, fabriquer des batteries, avoir des constructeurs efficients. Donc c'est ça qu'il faut faire avancer. Maintenant, il y a une échéance qui a été fixée au niveau européen, 2035. Ça a le mérite d'avoir un objectif précis, clair. Je ne sais pas si c'est 35, 40, j'en sais rien. Mais de toute manière, on y va. Donc on y va. Et la question, encore une fois, c'est une question plutôt de compétitivité industrielle de ce secteur-là, face à des concurrents, et notamment chinois, qui sont allés beaucoup plus vite que nous. Les Chinois, eux, à cause d'un prix du pétrole très élevé, ils se sont engagés dans ces technologies BERT et bas carbone il y a déjà 10-15 ans. Ils ont 10 ans d'avance. Ils ont un marché majeur, ils le font de façon déterminée et donc ils ont des technologies extrêmement efficaces. Et la question pour nous Européens, c'est toujours la même d'ailleurs depuis qu'on construit l'Europe, c'est un choix entre le consommateur et le travailleur. C'est qu'est-ce qu'on veut? On veut, pour faire la mobilité électrique, vous voulez une voiture électrique pas chère. Je vous le dis. Performante. Il faut performante et pas chère. Et donc la question, c'est comment on fournit aux clients européens des voitures électriques pas chères, tout en faisant en sorte qu'elles soient fabriquées en Europe. Tout en préservant les emplois. En préservant les emplois. C'est ça le challenge. Il faut convaincre les divers constructeurs de s'installer en Europe et leur fournir des bonnes conditions pour le faire. Il y a cette nécessaire période de transition, on fait un peu le dos rond, mais comment on accompagne justement cette période pour trouver un nouvel équilibre? Parce que c'est vraiment un changement extrêmement important. Ouais. Voilà. Mais après, encore une fois, je pense que sur le choix, Fatih Birol l'a dit, le mot pour l'Europe sur le plan prix de l'énergie, il faut qu'on continue à diversifier nos sources, il faut qu'on simplifie nos processus. Enfin, je parle ici en France, moi je suis désolé quand je regarde, j'ai 500 développeurs énergie renouvelable en France qui arrivent à faire péniblement 300 à 400 mégawatts par an. Je me suis dit qu'ils n'étaient pas bons. J'ai comparé à mes deux collègues qui sont un peu moins bons que vous parce que vous avez plus d'expérience. Mais ils sont dans le même ordre de grandeur. C'est pas possible de continuer comme ça. Je vous le dis. Moi, aux États-Unis, j'ai construit 2 gigawatts en un an, quoi. Je ne peux pas continuer à investir, à avoir autant de personnes qui me coûtent de l'argent pour un rendement aussi faible. Et ça, c'est un problème d'espace, c'est un problème de réglementation, c'est un problème de volonté collective. Est-ce qu'on veut, oui ou non, se donner les moyens dans notre pays d'avoir une électricité et d'être efficace? Si on ne l'est pas, eh bien on va faire des arbitrages vers des pays qui sont plus accueillants. Voilà. Il y en a un pas très loin d'ailleurs qui s'appelle l'Allemagne de ce point de vue-là. Où si j'investis massivement en Allemagne en ce moment, d'abord c'est parce qu'ils ont un mix que j'aime bien, du gaz et les renouvelables. Ils ont oublié le nucléaire, mais ça c'est où ils pensent que c'est les Français qui vont leur fournir. Mais par ailleurs, je peux vous dire que là-bas, pour avoir des autorisations et construire des énergies renouvelables, ça va 2 fois plus vite. Ça prend moins de temps, voilà. Ça va 2 fois plus vite. Donc je ne comprends pas pourquoi on est capable de rénover Notre-Dame en 5 ans et qu'on n'est pas capable de voir les mêmes processus pour construire des usines solaires ou éoliennes en France. Il y a un truc qui m'épate, parce que d'un côté, je veux dire, on a dit que c'était un vrai intérêt national,
Et on s'y est mis, on sait faire des grands projets dans ce pays. Du nucléaire, des cathédrales, des Jeux Olympiques. Là, on est super organisé. Les grands trucs, on aime. Toutes les petites fermes solaires et éoliennes, c'est tout petit, et là, on n'est pas organisé. Il manque un général là-dedans. Mais ce n'est pas l'intérêt. Et on a fait une loi d'accélération des renouvelables qui a tout ralenti. Elle a tout ralenti. On est allé inventer comment on appelle ça, des comités de... Ça n'allait pas très vite avant quand même. Mais non, ça a ralenti. On a voulu donner un pouvoir à des collectivités locales en organisant des comités qui n'existent pas et du coup, on n'avance pas. La vérité, c'est que ça ne marche dans ce pays que si on a des grands projets avec des vrais intérêts nationaux. Et c'est pour ça que je pense que Luc réussira à faire ses centrales nucléaires. Déjà un premier parc nucléaire, avec beaucoup de performances. Je le dis dans une forme de frustration, parce qu'à la fin, dans la feuille de route de Total Energy Horizon 2030, lorsqu'on s'était dit en 2020 où on mettra nos 100 gigawatts, un des pays où on n'arrivera pas à l'objectif, on sera à 5 gigawatts au lieu d'être à 10, quoi. Et c'est quand même frustrant que ça soit dans notre pays, que le pays qu'on préfère, quoi. Alors on reviendra peut-être sur si on a le temps, sur ce développement d'un mix énergétique électrique, en tout cas décarboné. Engie a publié son scénario sur les trajectoires de décarbonation de l'Europe. Alors l'Europe, on l'a vu, Fatih Birol l'a rappelé, est-ce qu'elle est vraiment sur la bonne voie pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, en tout cas dans les temps? Quel est votre regard et quelles sont les conclusions de vos scénarios? Voilà, donc Engie également résolument dans l'ère électrique, pour reprendre le titre de ce colloque, puisqu'on l'oublie parfois, mais plus de 60% du résultat opérationnel d'Engie l'année dernière provenait de nos activités dans l'électricité. On produit de l'électricité à hauteur de 100 gigawatts à travers le monde, plus de 40% bien sûr et dans le renouvelable. On sera à 50 gigawatts 2025, 80 gigawatts 2030. Donc très très engagé dans cette transformation électrique. Et également Engie très européen, avec une vision résolument européenne du marché de l'énergie. Christian, tout à l'heure, tu as mentionné que nous exportions beaucoup d'électricité en ce moment et c'est formidable. On bénéficie bien sûr d'une production nucléaire très abondante et beaucoup de capacités hydrauliques. Donc ça, c'est formidable. Rappelons-nous que quand même, il y a eu des moments où nous avons importé de l'électricité et chaque année, nous importons de l'électricité. Ces échanges électriques sont fondamentaux. Ils montrent la résilience de ce système électrique que nous sommes en train de construire ensemble au niveau européen pour vraiment capitaliser sur les forces relatives des ressources naturelles, l'éolien en abondance en mer du Nord, dans le nord de l'Europe, le solaire absolument spectaculaire dans le sud de l'Europe, également en abondance, très très bon marché, donc avec des bonnes interconnexions, évidemment le nucléaire pour les pays qui en ont fait le choix, et la France a cette magnifique base qui peut servir évidemment d'abord la France, mais également le reste des pays européens, avec une certaine complémentarité parce que chaque technologie a ses vulnérabilités, donc il ne faut pas faire le choix d'une seule technologie. Vous allez entendre, je crois, ce message de nous tous, il nous faut un mix électrique diversifié, c'est la raison d'être de la force et la résilience de ce système que nous sommes en train de transformer de manière massive. Et pour ça, il faut avoir une approche européenne. Donc, vous avez en face de vous une européenne convaincue sur ces sujets du marché de l'électricité et de l'énergie. Alors, avec ce prisme européen, effectivement, nous avons chez Engie conduit et produit des scénarios de décarbonation avec cette question, c'est qu'est-ce que ça veut dire de décarboner l'Europe et qu'est-ce que ça veut dire d'être neutre en carbone à l'horizon 2050, comment y arriver et surtout, comment y arriver de la manière la plus efficace du point de vue des coûts, c'est-à-dire la moins chère possible. La transition énergétique, évidemment, elle a un coût, mais comment le minimiser ? Et alors, on a regardé cette trajectoire et on est arrivé à plusieurs constats, avec des bonnes nouvelles et puis évidemment des nouvelles un peu moins bonnes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'objectif de réduction des émissions de 55% à l'horizon 2030, en fait, on y est quasiment. Cet objectif, il est à notre portée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y est aujourd'hui, mais ça veut dire que si on continue à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire électrification massive, bien sûr, parce que l'électrification, c'est un levier, le levier le plus efficace de cette transition énergétique et de cette décarbonation. Donc, on continue à électrifier. On continue à développer tous les moyens de production décarbonés, donc les énergies renouvelables massivement, et on a fait des progrès incroyables. Premier semestre 2024, plus de la moitié de l'électricité consommée en Europe
provenaient des énergies renouvelables. C'est incroyable, on n'y pensait pas il y a 20 ans quand vous réfléchissez. Donc on a fait des progrès significatifs, donc il faut avancer. Bien sûr, il faut développer les moyens de flexibilité, de stockage, les batteries notamment qui jouent un rôle très important pour compléter ces énergies renouvelables, puisqu'on sait bien que si on fait que du solaire, bêtement, sans avoir des solutions de stockage, on va avoir des prix extrêmement négatifs à midi, et puis ensuite le soir on sera dans la panade. Donc il faut avoir ces moyens complémentaires, mais enfin quand même on peut y arriver. On pense que 2030, l'objectif est en vue. Après, bien sûr, pour 2050, ça se corse. Et pourquoi ça se corse? Tout simplement, c'est que l'électrification qu'on va développer massivement, on pense qu'on va passer d'à peu près, au niveau des 15 pays européens qu'on a étudiés, on va passer de à peu près 16% d'électricité dans l'énergie finale à 48%, donc on va tripler la part de l'électricité dans l'énergie finale. En revanche, pour la moitié restante, eh ben, on va quand même avoir besoin des fameuses molécules. Et ces molécules, pour les décarboner, eh ben là, il y a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'il va falloir bien sûr développer le biométhane, il va falloir développer l'hydrogène, qui va avoir besoin aussi d'électricité pour être produite, et puis toutes les molécules dérivées. Et là, franchement, on a encore beaucoup de travail, même si les technologies aujourd'hui existent, pour le passage à l'échelle, pour l'industrialisation, pour le développement en quantité suffisante, on voit qu'on a encore beaucoup de travail, et donc on n'est pas encore complètement à la neutralité carbone à 2050. En revanche, et pour vous laisser, et je vais m'arrêter avec une touche quand même d'optimisme, c'est que moi, quand je demande à mes collègues chez Engie, qui sont là depuis 30 ans, est-ce que vous auriez imaginé qu'en 2024, on aurait plus de la moitié de notre électricité qui provient des énergies renouvelables? Ils nous disent, mais jamais de la vie. En fait, ce qui a été fait dans les énergies renouvelables est tellement spectaculaire que j'envisage les 2 prochaines décennies avec espoir, avec bien sûr toujours la considération qui a été évoquée, je crois, par toi, Fatih, et puis par Patrick, c'est il faut évidemment mettre l'industrie au cœur de cette décarbonation, ça, oui. Parce qu'il ne s'agit pas de faire baisser les économies en fermant toutes les usines, il faut trouver ce chemin assez étroit, assez méandreux, il faut dire, pour décarboner l'industrie, afin que l'industrie reste dans nos territoires. Avec cette conviction, et Fatih, je crois que tu l'as dit, c'est que la décarbonation, c'est aussi une source de compétitivité pour notre industrie. Il faut se rappeler que la Chine, elle décarbone massivement. 60% des 510 gigawatts ajoutés l'année dernière dans le monde ont été installés en Chine. Donc la Chine est en train de décarboner ses usines, ses activités industrielles. Et donc si on pense qu'on va être plus compétitif en ne se décarbonant pas, je pense qu'on n'a pas compris le sens de l'histoire, du tout. Peut-être un point quand même sur comment on concilie justement ce double enjeu de compétitivité, et vous l'avez rappelé aussi, de justice sociale pour maintenir des coûts de l'électricité accessibles. Comment on arrive à résoudre l'équation. Et donc méga défi, donc développer le système énergétique le plus équilibré possible. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont quand même très très bon marché, il faut les compléter avec les batteries. Je faisais un point avec mes équipes hier, et ce qu'ils me disaient, c'est qu'aujourd'hui en 2024, au Chili, là on a effectivement des sources solaires très très importantes, on a du quasi 24/7, c'est-à-dire quasiment du base load à $50 du mégawattheure en associant solaire et batterie. Parce que le coût des batteries a beaucoup baissé, le coût du solaire a beaucoup baissé. Et quand vous avez certaines conditions, je ne dis pas qu'on a ça en Europe partout du tout, mais on est en 2024. Donc imaginez dans 10 ans, avec le coût des batteries qui va continuer à baisser, parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore au plancher du point de vue du batterie, donc on peut développer l'ensemble des briques du système énergétique, et bien sûr s'appuyer sur le nucléaire, en particulier le nucléaire existant, qui bien sûr nous donne des sources de compétitivité très importantes, pour construire ce système énergétique avec un coût aussi bas que possible, même si, évidemment, on ne va pas dire que voilà, c'est facile, etc. Et puis, je pense qu'il y a quand même un sujet qui est celui de l'aide aux industriels. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on contracte à long terme avec des industriels, on arrive à leur donner la visibilité, à leur donner de l'électricité décarbonée, avec des prix qui sont relativement raisonnables. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'on parle beaucoup de la compétition avec les États-Unis, c'est vrai que le prix du gaz aux États-Unis est très bas, mais aujourd'hui, vous regardez les prix des PPA aux États-Unis, avec la demande qui explose, notamment avec les data centers, etc., les prix des PPA sont en train d'augmenter, et on voit
en fait une sorte de convergence entre les prix des PPA aux États-Unis par rapport au prix des PPA en Europe. Donc il ne faut pas perdre espoir et se dire qu'on va y arriver. Mais évidemment, mettre l'industrie au centre, et je pense que le message qui a été passé aux institutions européennes notamment, c'est s'il faut aider les industriels pour qu'ils puissent effectivement acheter et payer le coût de la différence de cette énergie décarbonée pour qu'ils restent en Europe. Nous, on va faire le travail, on va développer ces moyens de production et ensemble, vraiment, il y a un vrai travail d'équipe, évidemment avec les investissements à faire sur le réseau, on va pouvoir faire baisser le prix de l'énergie ou en tout cas le maintenir compétitif pour nos industriels. Mais on a besoin qu'il reste. Merci. Alors, dans les atouts, vous avez rappelé le nucléaire, un parc en pleine forme, Luc Rémont, avec un bel excédent de production. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la balance économique. Mais en même temps, ça montre aussi tout le gap à remplir pour la demande d'électricité. Comment est-ce que, voilà, on actionne les leviers, on l'a déjà vu, pour augmenter cette demande en électricité en France et pour absorber une partie de cette production? Oui, alors je dois dire qu'on est dans une situation plus agréable ce mois de décembre que les mois de décembre des 2 années précédentes, effectivement, avec un niveau de production qui est remonté pas loin de l'optimum, même s'il nous reste encore un peu de travail à faire. Ça permet effectivement de se reposer les bonnes questions sur notre transition énergétique et sur comment la réussir. Et effectivement, quand on prend les chiffres de Fatih, et j'y adhère totalement à l'échelle mondiale, dans plein d'autres régions du monde, on court après la demande électrique. Dans tous les pays émergents, dans lesquels j'ai travaillé pendant de nombreuses années, on court après la demande électrique. On essaye vraiment d'aller aussi vite que possible pour accompagner la demande électrique. Aux États-Unis, Catherine le disait à l'instant, les États-Unis ont touché maintenant le fond de l'inflexion et ils repartent avec une demande croissante. En Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, notre transition énergétique, pour l'instant, c'est un discours de producteurs d'électricité, et de pouvoir public, dans lequel on dit oui, on va créer le système électrique qui va permettre de faire la décarbonation. Pour l'instant, on ne bouge pas l'aiguille sur la demande électrique. Et donc, pas encore en France en tout cas. Et donc notre vrai sujet, le vrai sujet de toute la profession électrique, c'est de se dire, il faut s'occuper de nos clients. Il faut s'occuper de nos clients pour que, enfin, tout ce que nous faisons en termes d'investissement, de développement, etc., trouve son chemin pour que la demande électrique commence à croître et qu'on ne soit pas juste dans un beau discours collectif dans lequel on raconte une histoire de décarbonation qui va avoir lieu d'ici 2040 avec des multiplications de demandes, mais qu'on voit de mois en mois la demande électrique effectivement se convertir. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire tout seul. Ce n'est pas juste à coup de moyens de production et de réseau qu'on va réussir cette conversion. Donc il nous faut être aux côtés de nos clients, qu'ils soient industriels, Patrick en a beaucoup parlé, gestionnaires de parcs tertiaires, gestionnaires de parcs collectifs, maisons individuelles, etc., utilisateurs de véhicules, pour qu'on leur donne envie de choisir l'électricité. Notre vrai sujet, c'est donner envie de choisir l'électricité et donc avoir confiance dans l'électricité. Avoir confiance dans l'électricité, c'est, après une crise énergétique telle qu'on l'a vécue, c'est reconquérir les cœurs et les esprits sur l'électricité. Je pense que le premier défi de notre profession, c'est de reconquérir les cœurs et les esprits sur l'électricité avec des messages simples. Alors on dit beaucoup, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je pense qu'il faut tous qu'on dise, l'électricité est disponible, utilisons-la. Parce qu'elle est vraiment disponible. Quand on exporte 90 TWh de notre pays, en réalité, on pourrait tous s'arrêter de travailler dans les investissements pendant quelques années, parce qu'en fait, on produit toute l'électricité dont notre pays a besoin pour les années qui viennent. Bon, on ne va pas s'arrêter de travailler, rassurez-vous. Hein. N'interprétez pas mon message de travers. Mais il nous faut arriver à convertir nos clients en leur disant, les prix ont atterri, ils sont en train de finir d'atterrir pour les particuliers qui sont au tarif réglementé. Madame la Présidente, j'espère que nous parviendrons à cet atterrissage dans les semaines qui viennent. Mais voilà, les prix ont atterri. Nous sommes effectivement, quand on regarde les prix de moyen terme, maintenant, on a, je crois, réussi à créer un marché de moyen terme, ce qui est nécessaire à la confiance. Avoir une visibilité de moyen terme sur les prix, c'est nécessaire à la confiance dans l'électricité. Donc oui, on est autour de 60, 62, 65, ça dépend des semaines, sur le moyen terme.
ce sont des prix compétitifs en Europe, il n'y a pas le moindre doute. Mais le prix de l'électricité, c'est aussi ce qu'on met dans les taxes, ce qu'on met dans les tarifs de réseau, et c'est bien l'ensemble qui doit créer cette confiance sur le moyen terme, mais ça part du sentiment que l'électricité est disponible. Elle est disponible, elle est abondante pour les années qui viennent, et ça doit être le premier signal de confiance pour l'ensemble des consommateurs. Et ensuite, il faut nous occuper de chacun des types de consommation pour apporter techniquement, commercialement, et parfois de temps en temps avec de l'appui réglementaire, des solutions. Patrick disait tout à l'heure, c'est l'enfer d'investir en France. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'enfer d'investir en France pour des raisons réglementaires. Et c'est pas juste l'enfer pour faire du renouvelable aussi. ou du nucléaire. C'est l'enfer pour raccorder un industriel qui veut se raccorder un data center. C'est des délais administratifs qui sont juste incommensurables avec ce qu'on vit ailleurs dans le monde. Il faut qu'on s'occupe de ça. C'est le premier frein à la décarbonation aujourd'hui, ce sont les procédures. Et donc, occupons-nous de ces sujets-là. Et dans ce cas-là, effectivement, la demande repartira. Et là, notre métier a de formidables nouvelles devant lui, dans toutes les technologies, parce que toutes les technologies sont nécessaires. Il faut qu'on arrive à un système électrique qui soit équilibré à la minute. Donc, effectivement, le solaire plus des batteries, ça apporte quelques solutions. Ça ne fait pas le 24-24 dans un pays comme le nôtre, hein, voilà. Et ça ne le fera pas tout de suite. Donc, il faudra un équilibre durable entre des moyens de production décarbonés, commandables, et des moyens qui sont intermittents, si possible, équilibré par du stockage et par de la flexibilité qu'on doit développer chez les clients aussi. C'est l'ensemble de tout cela qui doit nous permettre de continuer de bâtir un système électrique compétitif dans la durée. Mais on a de la chance, on part en étant le seul pays qui aujourd'hui a un excès de production en électricité décarbonée, commandable, disponible et compétitive. Donc allons-y, utilisons-la. Bon, il faudrait bien que l'excès ne dure pas trop longtemps, il faudrait combler, voilà, parce que j'imagine que ça pose aussi des problèmes pour le réseau en termes d'équilibre offre-demande, cette situation de transition avec une demande plus faible que l'offre. Ça peut en poser si on continuait sans demande supplémentaire de rajouter de la production instable. Bien sûr que ça en poserait dans ce cas-là, puisque à ce moment-là, on se retrouve avec des moments où on ne sait plus évacuer cette production, ni chez nous, ni chez nos voisins. Donc ça, in fine, ça conduit à une loi fondamentale de l'offre et de la demande, hein, c'est que quand la demande n'augmente pas et qu'on rajoute de l'offre, à la fin, on arrête de rajouter de l'offre. Donc ça veut dire que toute technologie confondue, réseau, production, si jamais la demande n'augmente pas, il y a un moment, on va fermer les robinets d'investissement. Je veux dire, c'est juste du bon sens, hein. Donc, et ça sera toute technologie confondue. Le déclencheur ne sera pas le même, selon la nature des modèles économiques de chacune des technologies, mais l'effet sera le même. Donc on a un intérêt vital pour la réussite durable de notre décarbonation, à ce qu'on sache créer cette demande, effectivement. Ensuite, sur le plan physique, parce que c'était votre question, effectivement, sur le court terme, c'est-à-dire les 2-3 ans qui viennent, on a un sujet, effectivement, d'instabilité accrue par le fait qu'on a de l'offre qui continue d'arriver et qui est plutôt intermittente solaire, on va dire, et notamment solaire diffuse, et que celle-ci, elle induit davantage d'instabilité dans le système à un moment où la demande ne l'emploie pas. Et donc effectivement, ça c'est un des sujets critiques qu'il nous faut surveiller et probablement sur lequel il faut agir dans les années qui viennent. Et peut-être juste pour conclure ce premier tour de table, le levier le plus efficace pour booster la demande aujourd'hui, vous avez évoqué les data centers par exemple, sur quoi il faut vraiment focaliser notre attention, peut-être la réglementation, faciliter l'installation, je sais pas. Je pense que la stabilité réglementaire est nécessaire et ça fait partie des sujets, notamment pour les particuliers, qu'il faut soigner. Et ça, je pense que les pouvoirs publics en ont pris conscience. Il faut arriver dans un environnement qui n'est pas d'une stabilité absolue à garder une stabilité réglementaire sur les pompes à chaleur, les véhicules électriques, etc. etc. Après, je pense que... en réalité, on a une adoption du véhicule électrique qui est assez forte dans notre pays, qui a une dynamique qui reste bonne, même si ailleurs en Europe, il peut y avoir quelques signaux d'hésitation. Je pense que ça se fait par vague d'adoption. La recharge du véhicule électrique, elle se fait de façon prépondérante. Et donc l'équipement du logement collectif devient un des sujets absolument clés. Pouvoir faire en sorte que tous ceux qui résident en logement collectif soient ralentis par des procédures de conseil syndical,
mettre d'accord sur un équipement, etc. etc. Donc c'est concret, très pragmatique qu'il nous faut aller chercher pour les usages qui sont les plus massifs. Ensuite, pour tout ce qui est industrie, il faut vraiment faire du sur-mesure, industrie par industrie, pour être capable d'accompagner un environnement où il fait le choix d'électrifier. Patrick en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres exemples équivalents. Au moment où vous êtes un choix d'électrification, vous prenez un pari sur l'avenir et plusieurs instruments qui vous accompagnent. Je pense que c'est avec l'ensemble des parties prenantes. Merci. Oui, Patrick. Bon, je pense que le sujet de fond qui est aujourd'hui quand même, en fait, il a dit, c'est le prix de l'électricité sur notre continent. Et notamment vis-à-vis des industriels. Je vais pas, le prix de l'électricité à 60 € du mégawatt ou 65 pour des particuliers, honnêtement, je pense qu'il faut qu'on soit tous raisonnables. C'est plutôt acceptable. C'est bien que les gens l'aimeraient encore moins cher. Bon, il faut qu'on arrête d'envoyer des signaux en permanence défavorables, de dire on va augmenter les taxes quand ça baisse, parce que je vous rappellerai à tout le monde, je l'ai dit au Premier ministre actuel, les gilets jaunes, c'est venu en partie parce que le gouvernement va augmenter un prix des taxes sur le carbone, sur l'essence, pendant que le prix du pétrole baissait en 2015. Et quand en 2018 le prix du pétrole est remonté, ben, l'euro a été nul, les taxes étaient là, et ça a généré une crise. Donc arrêtons, je pense, essayons de... Et je pense qu'il est raisonnable de revenir aux taxes anciennes, puis de s'arrêter là, quoi. Et puis ça me paraît du bon sens, et évitons des débats qui font peur à tout le monde parce que ça crée de l'instabilité. Sur les industriels, pour moi, on a un autre sujet profond. À 60-70 € du mégawattheure, nous ne sommes pas compétitifs par rapport à d'autres zones du monde. C'est tout. Au Texas, l'électricité, il vaut 35-40 € du mégawattheure. Il ne vaut pas $, d'ailleurs. Il vaut pas 70, c'est pas vrai. Donc il faut qu'on regarde le sujet différemment. Il y a deux sujets lorsqu'on parle des grandes industries. Fatih Birol dit qu'il faut soutenir les grandes industries. Alors on a les aciéristes, on a toutes ces grandes industries qui font le cœur, je dirais, de la base d'un tissu industriel si on veut garder une Europe industrielle. Il y a deux sujets quand même qu'il faut avoir en tête en Europe. Qui sont différents. Bon, d'abord, je pense qu'au niveau européen, le prix de l'électricité, le marché fonctionne, il est fait comment? Qu'on le veuille ou non, c'est du gaz plus du carbone. Le prix du gaz, le prix de l'électricité européen, c'est le prix du gaz plus le prix du CO2. Le prix du gaz, on va l'importer. On ne va pas revenir en Russie, on ne va pas redépendre, même s'il y avait la paix dans 6 mois, on ne reviendra pas. Et donc on a un prix du gaz qu'on importe en Europe, qui vaut plus cher qu'avant. En gros, même si je pense qu'il baissera dans les années 28-29 parce qu'il y aura trop de GNL, le prix baissera, mais il vaut plus cher. Et il vaut plus cher qu'aux États-Unis, puisque fondamentalement, on l'importe des États-Unis. Donc il n'y a plus qu'à le liquéfier et le transporter. Donc à la fin, c'est plus cher. Le sujet sur lequel on doit réfléchir collectivement, pour notamment nos énergéticiens qui consomment beaucoup d'électricité, c'est le prix du carbone. Je suis favorable à un prix du carbone. Simplement, aujourd'hui, à 100 € du mégawatt ou 80 € du mégawatt, d'ailleurs le prix du carbone baisse en Europe parce qu'il y a moins de demandes, hein, soit dit en passant, c'est assez simple. Il était à 100, il est tombé à 70, 80, parce qu'il y a moins de demandes, parce que quelque part, il y a un peu trop de quotas. La question, c'est la trajectoire de ces fameux quotas pour les industriels-là. On a ce vecteur-là. À quel rythme voulons-nous ou non faire payer les quotas aux industriels électro-intensifs? C'est un vecteur qui est entre les mains des pouvoirs publics. Et encore une fois, en tant que producteur, notamment investissant dans les énergies renouvelables, je suis favorable à un prix du carbone. Je l'ai déclaré en 2015, je suis conscient. Le problème, c'est la trajectoire à laquelle nous vont. Parce que lorsqu'on a lancé ce fameux ETS à grande échelle, et le débat dans les années 2015-2020 venant des électriciens disant il faut monter le prix du CO2, à l'époque, on avait un prix du gaz russe qui valait rien, 20 $ du baril, comme les Américains. Et donc on ajoutait l'ETS sur une base faible. C'était quand même la réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il y a quand même cette réflexion-là. Deuxième réflexion, je pense que dans le débat français, là où on a tort, c'est qu'on veut appliquer le même prix à tout le monde. Enfin, le fameux 60-70. Et donc on voit bien qu'il y a un débat en France et qu'on veut faire porter à EDF le choix d'arbitrages qui sont des arbitrages politiques, en fait. Voulons-nous soutenir, et c'est pas à l'entreprise, les gens sont surpris, mais c'est pas à l'entreprise de supporter des arbitrages de nature politique. Si la France veut une politique de réindustrialisation, elle a des choix à faire. Comment j'aide mes industriels pour acheter l'électricité moins chère
en faisant quelque part des péréquations avec d'autres clients, c'est un choix politique, ça, un choix qu'on doit tous avoir un débat. C'est pas nécessairement à EDF d'absorber qu'ils doivent faire eux la péréquation en interne. Et ce débat, du coup, il est un peu Vous étrange. demandez à vous d'investir dans le nucléaire, enfin d'une façon un peu détournée. Mais moi, j'ai dit que j'étais prêt à financer le nucléaire, mais je ne prendrai jamais le risque de construction nucléaire parce que j'y connais rien. C'est le partage du De la risque. même façon la que je ne demande question. pas Ouais. à mes clients gaziers de prendre mon risque de construction de mes usines de gaz naturel liquéfié. J'assume mes risques d'investisseur, mais mon savoir-faire, je l'assume. Après, je le vends. Mais je pense que c'est un débat qu'il faut qu'on ait, de savoir jusqu'où voulons-nous aller. Si on pense que le bon prix pour que les industriels en France est plutôt à 40 ou 50 euros du mégawattheure, ben organisons, mais les transferts, mais organisons-les via d'autres outils que simplement demander des péréquations à une entreprise qui ne me paraît pas nécessairement le meilleur vecteur. Enfin, dernier point, il me paraît essentiel que nos industriels, sur le prix, ils aient de la visibilité. Or, ce qui nous manque aujourd'hui, quand même, je le dis, c'est pour ça que je suis de plus en plus nerveux dans le débat. Je trouve qu'on avait un ARENH qui était imparfait. Et je connais les défauts, et je les ai dit publiquement. Le prix était sans doute pas tout à fait au niveau qu'il fallait, et puis il y avait ces fameuses options gratuites qui perturbaient quand même un peu le système. Et quand on a voulu mettre en place un nouveau système, le problème c'est que pour l'instant, on sait que fin 2005, on n'a toujours pas le nouveau système. Et je suis un peu inquiet devant, pour d'autres raisons indépendantes de la volonté des acteurs liées à la situation en France, de ne pas l'avoir, ce système. Il est urgent qu'on sache où on va. EDF a fait des propositions qui devaient être traduites dans des lois de finances qui ne sont toujours pas sorties. Je ne sais pas si les nouvelles prendront. On voit bien que vouloir avoir un débat aujourd'hui sur le modèle énergétique français au Parlement, c'est à peu près impossible. Mais c'est un vrai sujet profond. Ce manque de visibilité n'incite pas à la confiance. Parce qu'il faut ramener les clients, il faut de la confiance. Je ne sais pas s'il ne faut pas, je vais faire une proposition iconoclaste, il faut peut-être imaginer, suggérer que conserver un ARENH en corrigeant les défauts pour donner la visibilité pour 2-3 ans de plus serait peut-être une bonne idée pour rassurer tout le monde, si on n'y arrive pas. Les deux défauts, je rappelle, je sais que je vais faire redire Luc, c'est le prix, je suis prêt à prendre le prix qu'avait recommandé Madame présidente de la CRE, autour de 60 je crois, si j'avais bien eu le rapport. Et puis, je pense qu'il faut faire payer les options, bien évidemment, mais pas d'options gratuites. Mais honnêtement, on a un problème maintenant urgent de faire de la visibilité. Donc, je ne sais pas si on est capable d'élaborer des systèmes complexes, mais le débat qu'on a eu autour de l'année 24 n'a quelque part pas rassuré les industriels français. Voilà ce que je veux dire. Alors, Donc, j'imagine il faut trouver des solutions. Luc Raymond va vous répondre dans un instant, mais Catherine MacGregor, oui, vous souhaitiez. Oui, non, simplement sur le prix du CO2, c'est un sujet sur lequel Patrick et moi, on débat souvent. En fait, clairement, on a besoin d'un prix du CO2, parce que sinon, il n'y a pas de décarbonation possible. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'il soit trop élevé trop vite, parce que sinon, notre industrie, elle se crache. Donc, il est là le compromis à trouver, qui n'est pas évident, évidemment. Le point, c'est que si le prix du CO2 baisse trop, aujourd'hui, c'est les centrales à charbon qui sont appelées. Donc, c'est même plus de l'électricité à partir du gaz qu'on produit, c'est de l'électricité à partir du charbon qu'on produit en Europe. Donc, méga problème quand même. Donc, on veut un prix du CO2. À mon avis, il faut un plancher. Il faudrait idéalement un plancher qui augmente régulièrement, progressivement, pas trop brutalement, en ligne bien sûr avec ce que l'industrie peut supporter. Et puis des mesures ciblées, comme Patrick évoquait. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la priorité doit être à l'aide à l'industrie, avec le sujet de la confiance qui est majeur. Et la confiance, ça vient de la stabilité, pas de stop and go, on dit 2035, on arrête les moteurs à combustion, et puis en fait, peut-être que non. Et là, vous avez quand même des industries entières qui ont commencé à modifier leur outil de production, à changer leurs usines, et ils sont au milieu du gué. Et ils ne savent pas si, en fait, ils ont fait les bons choix industriels il y a 5 ans, il y a 10 ans, alors qu'ils avaient pris le sujet, ils se sont dit, allez, on y va, on va vers l'électrique. Et aujourd'hui, on leur dit, peut-être qu'en fait, 2035, ça ne sera pas 2035. Moi, je trouve que c'est, honnêtement, quand on est industriel, ces changements de cap, l'incertitude qu'on fait peser sur nos industriels, c'est juste inacceptable. Ce n'est pas possible. Donc, on maintient le cap. On aide quand il faut et si on peut. Et effectivement, la visibilité, le prix de l'électricité, enfin, on a eu des discussions. En ce moment, ça flotte, c'est clair que ça flotte. Donc, il nous faut de la clarté parce qu'on a besoin d'aller acheter nos produits pour fournir à nos clients, nos industriels, etc. Donc ça, franchement, je te rejoins complètement. Confiance, stabilité, maintenir le cap. Et puis, il faut vraiment arrêter que ça flotte.
Voilà donc les 3 leviers et 3 recommandations pour rester compétitif dans ce contexte-là. Luc Raymond, alors, sur ces propositions. Je voudrais faire quelques commentaires en partie pour réagir à ce que dit Patrick. Tu me surprends, Patrick, parce que d'habitude, je ne t'entends pas réclamer des dispositifs régulés. Donc tu m'as surpris aujourd'hui, je te dis. Mais j'observe ce secteur et je me dis qu'à la fin, il en faut peut-être. Il faut de la régulation, Parce finalement. Je pense que dans ce secteur-là, il faut des deux. Voilà. Non, je suis profondément libéral. Voilà. Mais à la fin, il faut aussi trouver des moyens de réguler quelques points. Alors, quelques commentaires. D'abord, dire que il n'y a pas un prix européen, il y a des prix européens et que le nôtre, français, se décorrèle assez nettement du gaz. Pas complètement, mais enfin, quand on est sur un équilibre de plaques françaises qui maintenant, jusqu'à 2029 inclus, marque un prix qui est décorrélé de l'Allemagne et de l'Italie, par exemple, entre 20 et 30 euros du mégawattheure, ça veut bien dire que notre mix de production français, qui est beaucoup moins dépendant du gaz que le mix de production des régions adjacentes, se reflète dans les prix de gros. Donc, notre compétitivité intrinsèque, qui est liée à la plus grande décarbonation de la France, elle est visible. Elle est visible aujourd'hui dans les prix qui sont accessibles sur le marché de gros, donc derrière, évidemment, sur l'ensemble des clients qui sont servis par les différents fournisseurs. Donc il nous faut continuer d'entretenir ça, parce que c'est quand même la voie de la compétitivité. Deuxième élément, sur l'écart avec les États-Unis. Moi, je souscris à ce que disait Catherine, qui est que il y a un petit écart avec certains États des États-Unis, mais cet écart est en train de se combler rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours regarder l'électricité livrée site. Il ne faut pas regarder les marchés de gros. Et quand vous regardez l'électricité livrée site, il y a grosso modo que le Texas, que citait Patrick tout à l'heure, qui a encore un petit écart favorable par rapport à la France. Mais cet écart est en train de se combler. Pourquoi ? Parce que en France, nous avons un système complet qui est compétitif. Nous n'avons pas, au passage, évidemment, on compare de l'électricité carbonée dans un cas, décarbonée dans l'autre. Mais là aussi, on revient à la question du prix du carbone qui est différente entre la plaque européenne et la plaque américaine. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, pour nos industriels, au bout d'un moment, il faut se poser la question à l'échelle européenne, ce que disait Patrick tout à l'heure, de est-ce qu'on veut garantir qu'un certain nombre d'industries, une fois que les acteurs de l'économie électrique ont fait leur maximum d'efforts, y compris EDF, qui est quand même pas là pour tuer l'industrie française, c'est clair, mais qui obéit à des règles d'industriels dans un marché, une fois qu'on a fait notre maximum d'efforts, est-ce qu'il reste un gap à combler sur le prix du carbone ? Ce sujet-là, il doit être traité à l'échelle européenne. Voilà. Enfin, est-ce qu'il faut réguler le secteur électrique ? La réponse est non. Nous sommes en train de faire vivre le post-ARENH depuis plus d'1 an déjà. Nous avons, grâce à cela, fait émerger tous ensemble un marché à 2029, ce que l'ARENH ne permettait absolument pas. Le maximum de visibilité qu'avaient les clients, c'était 1 à 2 ans au-delà de l'horizon. Donc jusqu'à 2028 ou 2029, aujourd'hui, il y a de la visibilité sur les prix. Il faut augmenter les volumes et allonger la maturité. On n'a pas 29, c'est pas vrai. On a 28 aujourd'hui. On a 28, nous n'avons pas 29. EDF a peut-être 29 pour certains clients, mais nous, on ne le voit pas. Je tiens 29 à votre disposition, chers amis, sous la présidence, sous la vigilance. Il va falloir augmenter le volume. On a plus 4, on n'a pas plus 5 aujourd'hui. Au fond, la responsabilité du leader de marché, excusez-moi d'être le leader de marché encore un tout petit peu. C'est pour ça qu'on te le demande avec vénération. C'est de faire vivre ce marché pour qu'il fonctionne bien, sous la surveillance quasi quotidienne de la Commission de régulation de l'énergie, et c'est bien comme ça qu'on y arrivera. Donc, l'engagement d'EDF, c'était de passer d'un monde dans lequel finalement l'administration des prix avait tué notre marché avant qu'il existe, à un monde dans lequel nous avons de la visibilité à long terme pour tout le monde, pour permettre aux clients, à la fin, c'est le client qu'on veut servir tous ensemble, d'avoir de la visibilité, de la stabilité sur ces prix. Je pense que nous sommes en train de réussir à créer ça. Il y a encore un peu de travail pour allonger les maturités, le message est pris. Je prends l'engagement d'y travailler dans le meilleur esprit auprès de la présidente de la Creux qui est présente. Et de mettre à disposition de l'électricité, même si vous le voulez. C'est des colloques utiles, vous voyez. Mais je suis ravie, voilà. Il se passe quelque chose. Et de mettre à disposition de l'électricité, même à plus long terme, auprès de mes chers concurrents ici présents, sous des processus qui seront irréprochables par définition. Tout cela, c'est destiné à apporter
de la visibilité et de la liquidité à ce marché sur le long terme, parce que c'est la meilleure façon de le faire réussir et de donner de la stabilité aux clients, ce qui est ce que demandent les clients in fine. Voilà comment je pense que nous pouvons y arriver. Maintenant, si Patrick préfère un système régulé, ben moi j'arrêterai les investissements et du coup il y aura moins d'électricité à terme et on pourra... C'était juste pour t'amener à dire Non, que mais tu t'as allais réussi. vraiment faire vivre T'as plus 5. réussi. Voilà. Bon. Non, Et mais bien, encore une c'est fois, je fait. partage ton point de vue. Un point quand même dans tout ce débat. Juste avant de terminer, oui. voilà. Oui, non, c'est pour vous. Non, allez-y. Non, je peux dire, lancer un autre débat. Vous parlez d'affective. Moi, je pense beaucoup à la. C'est votre gestion Il se du trouve que timing. hier soir, j'ai discuté longuement avec Emmanuel Vargon, donc j'avais donné plein d'idées parce que, en réfléchissant, et du coup, parce que j'ai lu un gros dossier, du coup, parce que honnêtement, s'il y a bien une énergie régulée, c'est bien l'électricité. Hein. Moi, quand je me vois le ministre du pétrole d'Arabie, C'est plus simple. c'est plus simple, hein, je peux vous dire. Hein. Quand je dois rencontrer la patronne de la Creux, j'en ai 50 pages à lire de trucs divers et variés, parce que le diable est dans les détails et la machine à réguler, elle fonctionne bien. Hein. Ça, je peux vous dire que. Non, il y a un sujet dont on a beaucoup parlé, qui, moi, me paraît de plus en plus évident, plus on met de renouvelables, plus c'est intermittent, il faut des batteries. Il faut des batteries. Non, mais je le dis, il faut Ou des du batteries. C'est un stockage des sujet steppes. stockage. Oui. Ouais, ou les steppes. Ou les steppes. Simplement, les steppes, c'est petit, les batteries, c'est plus facile à construire. Hier, à Grand-Puy, dans le site qu'on reconstruit, on a construit une batterie de 50 mégawatts. C'est tout petit, ça prend pas beaucoup d'espace. Il faut bien sûr être au bon endroit par rapport au réseau. Il y a un sujet quand même, je le dis pour la présidente, il est urgent que vous nous exonériez de la TURPE sur les batteries comme sur les steppes. Parce qu'au passage, il y a aujourd'hui 2 traitements différents selon qu'on stocke par des steppes ou qu'on stocke par des batteries. C'est un problème. Je le dis parce que je faisais le constat, je vous disais, du coup, hier soir, j'ai travaillé. En Allemagne, on construit des batteries, j'ai 2 gigawatts de construction. En France, j'ai 200 mégawatts. J'ai 2 gigawatts en Allemagne, que je vais construire dans les 2 ou 3 prochaines années, j'ai 200 mégawatts en France. J'aimerais bien pouvoir les construire en France, il n'y a pas de raison, ce n'est pas un problème d'espace pour le coup. Il y a juste une mesure, il faut vraiment vous regarder l'exonération de TURPE sur les batteries comme vous l'avez fait sur les steppes pour mettre tous ces moyens de stockage et accélérer le mouvement. Eh ben, Emmanuel Voilà, Vargon je a lance bien un fait d'être deuxième là ce débat matin après avec plus nous, 5, hein. mais c'est important, je pense. C'est C'est pas un débat, pas- c'est c'est- très pratique. C'est ça qui aujourd'hui qui fait que chez Total Énergie, j'investis plus dans des batteries en Allemagne qu'en France. C'est quand même un peu frustrant Et là juste aussi. Et je Luc pense Raymond, qu'il y a- pour clarifier, Je c'est pense les. qu'il n'y a ouais. pas que ça, Patrick, à mon avis. Je pense que le marché est intrinsèquement plus attractif en Allemagne, je pense. Ah ben ça, c'est bien pour ça que il est plus bien sûr parce qu'ils sont sympathiques. Parce Ils ont qu'il est- choisi non, pas parce de qu'il est plus nucléaire, pas de instable. charbon. C'est parce qu'il Et est moi je plus l'aime bien, instable. du gaz et les renouvelables. C'est pour ça que Parce qu'il est plus j'investis. Juste pour préciser un point, Luc Raymond, on continue dans le solaire à condition que l'on ait des conditions de stockage à côté. C'est ça le message ? Ouais. Non, mais Non, c'était juste pour que. D'abord, Et l'éolien. c'est pas un acteur particulier de décider si on continue ou pas. La plupart des investissements dans les moyens de production, ils sont définis comme le résultat d'une politique publique. Donc, dans la discussion en cours sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, je pense qu'il est souhaitable que nous ayons une discussion sur non seulement comment on assure la production nécessaire pour notre pays, mais aussi comment on assure la stabilité nécessaire pour notre système électrique. Donc, oui, si on rajoute de la production qui est formée, en plus qui a la caractéristique de tout produire à la même heure, parce qu'il y a quelques trucs qui ne vont pas changer l'heure à laquelle produit le soleil, ça va pas changer. ça. Oui, dans ce cas-là, Emmanuel il Vargon n'y faut peut rien. rajouter des éléments qui assurent la stabilité du système électrique dans le même temps, absolument. Eh bien, un grand merci pour ce débat encore très riche, nourri entre vous et toutes ces propositions. Merci à vous.